ton exposé. Merci. Merci beaucoup. Je tiens aussi de ma part à remercier les organisateurs de m'avoir convié à cette réunion. Je suis agréablement surpris de la qualité d'organisation. Et je tiens aussi à remercier les laboratoires Altea de m'avoir aussi invité à participer avec vous. Alors, ce que je veux vous dire concernant le cancer du sein, c'est quelque chose qu'on pourrait calquer sur tous les cancers. Voilà. Donc, c'est pas spécifique du cancer du sein. On va voir les spécificités pour le sein, mais ça, on peut le dire sur toute la pathologie cancéreuse. Et on va essayer de voir à travers les différents moments du cancer quelle pourrait être l'intervention du médecin généraliste. Bon. Voilà. Donc, pour introduction, je tiens à vous dire que le cancer du sein est le cancer le plus fréquent de la femme. Et le plus fréquent, c'est un cancer qui représente à peu près la moitié de tous les cancers féminins. Donc, c'est quelque chose de très important. Au Maroc, on n'a pas les statistiques exactes, mais ce qu'on sait, c'est que sur les registres qui ont été faits de Rabat et de Casablanca pendant une certaine période, on peut estimer le nombre de cancers du sein à 5000 cancers du sein, mais je crois que c'est un chiffre qui est largement sous-évalué et que le chiffre doit être beaucoup plus important. Non, on retourne en arrière. Voilà, donc on peut estimer qu'une femme sur 8 va développer au cours de sa vie un cancer du sein. Donc c'est quelque chose d'énorme. Et ce que je voudrais, chaque fois que vous recevez dans votre consultation une femme, il faut penser au cancer du sein et faire le nécessaire pour avancer. La suivante, s'il vous plaît. Alors, on va essayer de voir quelle serait l'intervention du médecin généraliste aux différents moments par rapport à un cancer du sein, que ce soit avant, pendant le diagnostic, pendant le traitement et après le traitement. Voilà. Donc, avant le cancer du sein, on peut trouver deux moments d'intervention. Le premier, c'est pour le dépistage, hein, et on verra comment on pourra faire le dépistage. Et le deuxième, pour la prévention. Et la prévention, je vais la laisser à la fin, hein, on en parlera à la fin. Donc, on va parler au départ de dépistage. La suivante, s'il vous plaît. La suivante. Alors, pour le dépistage, il y a plusieurs moyens. Hein. Chacun a sa valeur prédictive positive, a sa valeur prédictive négative. Revenez, s'il vous plaît. Alors, bon, on travaille en duo, moi et la régie, pour le passage des dias, donc vous allez avoir parfois des petites incohérences, mais bon. La suivante, s'il vous plaît. Alors, la suivante. Voilà, donc il y a l'auto-examen des seins. La suivante. L'examen clinique des seins par le praticien et la mammographie. Alors, chacune a ses valeurs. Hein. Pour l'auto-examen, on va demander à la femme de s'auto-examiner au moins une fois par mois après les règles et de noter s'il y a eu une modification. Pour l'examen clinique, donc vous le savez très bien, c'est un examen que vous allez pratiquer. On va essayer de voir un peu quelques principes hein, à partir de l'âge de 40 ans, et c'est la mammographie. La suivante. Alors, quand il y a eu le colloque national pour le dépistage ou pour le cancer du sein, s'est tenu à Marrakech il y a une dizaine d'années, la politique de santé s'est orientée vers l'examen clinique des seins, c'est-à-dire qu'elle encourage les praticiens à examiner les seins et la mammographie n'était demandée que à visée diagnostique et pas dans le dépistage. Maintenant, je crois qu'avec toutes les modifications qu'a subi le système de santé et surtout ces dernières années avec la généralisation de l'assurance maladie, je pense qu'il faut remettre la mammographie au goût du jour parce que c'est l'examen le plus important et le plus fiable. La suivante. Alors, la mammographie, c'est le test de dépistage le plus efficace pour le cancer du sein. Donc, si vous avez une anomalie sur une mammographie, vous avez 10 à 15% de chances de tomber sur un cancer du sein. Et dans l'autre sens, si vous avez une mammographie normale, vous avez moins de 5% de risque d'avoir un cancer du sein. Donc, ça reste l'examen de référence dans le dépistage. La suivante, s'il vous plaît. Alors, quand on
introduit la mammographie dans le dépistage, il faut l'introduire dans notre contexte. Parce que quand vous allez lire les articles qui viennent de l'étranger, spécialement les articles francophones, ils recommandent, non, la précédente. Non, on reste sur la précédente. On reste avant. Voilà. On reste sur les femmes âgées de 50 à 74 ans, parce que leur épidémiologie est différente. Elle est différente de notre épidémiologie. Chez nous, et sur une série personnelle de un an et demi, sur plus de 150 malades, on a des âges qui commencent à 35 ans avec un maximum à 50 ans et qui descend à 65 ans. Donc, si on attend l'âge recommandé de 50 ans pour demander une mammographie, on va peut-être méconnaître plus de 50% des cancers du sein. Et donc, il serait utile de la demander chez nous, dans notre contexte, à partir de l'âge de 40 ans. Voilà, à partir de 40 ans à 65 ans. C'est là où on concentre le maximum de malades dans notre contexte marocain. Bien sûr, celles qui ont moins de 40 ans seront éligibles s'ils ont des facteurs de risque supplémentaires, des antécédents familiaux chargés de cancer du sein ou une mutation identifiée. La suivante, s'il vous plaît. Voilà. L'examen clinique des seins, c'est certes, il est important, mais ça reste beaucoup moins efficace que la mammographie. Quant à l'auto-examen des seins, il ne doit pas être utilisé comme moyen de dépistage parce que ça va dépendre de comment cette femme perçoit son sein. Est-ce qu'elle fait l'examen correctement? Est-ce qu'elle arrive à remplir les critères? Ce qui n'est pas fiable pour le mettre en place dans une politique de santé comme moyen de dépistage. Donc retenez que c'est la mammographie qui est la plus importante et que dans notre contexte, la mammographie doit être faite à partir de l'âge de 40 ans jusqu'à 65 ans. C'est là où on a le maximum de réponses. La suivante. La suivante. Alors, ça c'est le dépistage. Quand on arrive au diagnostic, c'est la pratique, c'est le rôle du médecin. Et la recommandation que j'ai à vous donner aujourd'hui, c'est qu'il faut demander ou noter tout changement du sein. Les signes cliniques du cancer du sein ne sont pas spécifiques. Et donc, tout changement doit attirer l'attention et conduire à mettre en œuvre les éléments diagnostiques pour arriver au diagnostic. Ce changement peut intéresser soit la peau, soit la forme, soit l'aréole, soit le mamelon, soit les selles, quelle que soit sa nature. Doit vous conduire, il faut jamais banaliser la symptomatologie du sein. On a tendance à dire non, c'est normal, c'est rien du tout, c'est une allergie, c'est ça. Et ça, on arrive à diagnostiquer des cancers tardivement. Alors, toute modification du sein doit être notée. La suivante, s'il vous plaît. La suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, toute rougeur, suivante. La suivante. Toute rétraction. L'aspect du pot d'orange, c'est le caractéristique. Tout changement du mamelon. Toute ulcération. Ça, les signes avancés, les formes avancées sont connues et ils ont un peu besoin. Doucement. Voilà. Donc, après cette inspection visuelle, il y a la palpation et l'examen. Tout nodule, tout empattement, que ce soit au niveau du sein ou du creux axillaire, doit conduire à faire un examen, un bilan d'exploration. Voilà. Donc, le premier message, c'est ne banalisez jamais les modifications du sein. La suivante. Alors, quand on veut explorer les seins, il y a l'examen d'entrée ou le plus commun, c'est l'échographie et la mammographie. Il faut demander et interpréter ensemble. L'échographie tout seul ne montre pas tout. Il y a un des signes les plus importants du cancer du sein qui sont les microcalcifications. On ne les voit pas à l'échographie. D'accord? Et dans l'autre sens aussi, quand on a une image à la mammographie, il faut la caractériser par l'échographie. Est-ce que c'est un kyste? Est-ce que c'est un nodule? Est-ce que c'est ça? Donc il faut toujours demander les deux et les interpréter conjointement. Et là, le radiologue va vous répondre 1 et 2. Vous serez rassuré. Quand il n'arrivera pas à se prononcer, c'est probablement bénin, mais je ne me prononce pas, il va vous mettre 3. Et 4 et 5, il va vous dire, je suspecte quelque chose, donc il faut aller plus loin dans les investigations. Et là, le 4 et le 5,
l'étape suivante d'investigation, ça pourrait être une IRM, mais je ne vais pas vous en parler parce que même les spécialistes ne sont pas d'accord sur les indications. Mais on ira plus loin pour caractériser cette lésion type 4 ou 5 par une biopsie. La suivante. Et là, la microbiopsie, s'il y a un message que j'espère vous transmettre aujourd'hui, c'est qu'on entend beaucoup de choses sur la microbiopsie. Tous les jours, chaque fois qu'on propose une biopsie, il y a le retour des patients. Et si ça va faire disséminer mon cancer, on m'a dit que si je touche au cancer, ça va le disséminer dans le sein, ça va faire libérer des cellules qui vont partir ailleurs. Et s'il y a un message à vous transmettre aujourd'hui, c'est que la suivante, la microbiopsie n'est pas dangereuse. Sinon, si on prend toutes les prises en charge qui se font à l'étranger, ils se font avec microbiopsie et les gens ne discutent pas ce point-là. On continue à le discuter chez nous, mais chez eux, ça ne se discute pas. Et donc, la microbiopsie n'est pas dangereuse. Par contre, la microbiopsie est un préalable obligatoire. Après, la suivante. La suivante, la suivante, la suivante. Voilà. C'est un préalable à toute prise en charge. On ne peut pas traiter un cancer du sein sans faire de microbiopsie au préalable. Parce que cette microbiopsie, non seulement il va vous donner le diagnostic, la suivante, s'il vous plaît, mais aussi, il va vous donner le type moléculaire du cancer du sein. Il n'y a pas un cancer du sein, il y a des cancers du sein. Et chacun de ces types-là a une prise en charge particulière. Donc, si on ne fait pas de biopsie, on va traiter tous les seins de la même manière, aller faire une chirurgie au préalable, et à ce moment-là, on va perdre beaucoup d'informations. Et quand on fait les études chez nous, les personnes qui ont été opérées sans biopsie ont un pronostic équivalent au cancer du sein métastatique. C'est-à-dire qu'on leur fait perdre énormément de chances de traitement si on saute dessus et on les traite d'emblée. Et donc, si vous avez un conseil à donner à vos malades, je sais que c'est pas vous qui allez les opérer, mais vous êtes la personne qui va donner le conseil, ne validez jamais une décision de chirurgie première sans biopsie. Et donc, la biopsie est quelque chose de très important. La suivante. Cette biopsie, on va chercher le type et on va chercher les récepteurs hormonaux, on va chercher le facteur de croissance qui est HER et on va chercher le cahier qui donne une idée sur la prolifération. Et ça nous permet de différencier le cancer du sein en 3 groupes. C'est 3 grands groupes. Le premier, c'est les cancers du sein qui ont des récepteurs hormonaux positifs. Le deuxième, c'est le cancer du sein qui est HER positif. Et le troisième, qui n'a pas de récepteurs hormonaux ni d'HER, qu'on appelle les triples négatifs. Voilà, c'est parce qu'ils n'ont pas de récepteurs. Et la prise en charge est radicalement différente des uns par rapport aux autres. La suivante, s'il vous plaît. Alors, à ce moment-là, quand vous aurez fait le diagnostic, il faut s'adosser à une équipe d'oncologie, à une équipe pluridisciplinaire. Et ça, c'est l'autre message que je veux vous donner. Vous ne pouvez pas avoir une actualisation d'idées ou d'actions si vous ne faites pas partie d'une équipe multidisciplinaire. Il faut se raccorder à une équipe multidisciplinaire. Comme ça, par leur feedback, vous allez vous informer et vous instruire. Et vous allez être aussi un acteur du traitement de vos malades. La suivante. Alors, après le diagnostic, il y a le bilan d'extension. Ça, vous le connaissez très bien. Soit une TDRM thoraco-abdominopelvienne et une scintigraphie osseuse. Et le bilan de la malade, c'est-à-dire son état général, cardiaque, dentaire, hépatique, rénal et tout ça. Donc, on a une idée sur la stadification par le bilan d'extension et sur l'état de la malade par le bilan de la malade. La suivante. Alors, l'autre idée que j'ai, qui m'intéresse beaucoup, c'est l'extemporané. Est-ce qu'il y a une place pour l'extemporané? Si vous avez un conseiller un malade, est-ce qu'on enlève la pièce et on va l'examiner en péropératoire? Là aussi, c'est une mauvaise prise en charge. L'extemporané, depuis une vingtaine d'années, n'a plus de place dans la prise en charge du cancer du sein parce qu'on n'a pas toutes les informations pour traiter le malade. Voilà. La suivante, elle garde une exception pour les petites lésions avec échec préalable de biopsie répétée. La suivante. Est-ce qu'il y a une place pour la chirurgie diagnostique? Et là, ça coule de source après ce qu'on a dit. Il faut une biopsie et on bannit l'extemporané. Donc, il n'y a pas de place pour une chirurgie diagnostique. On ne va pas aller opérer.
faire le diagnostic du cancer. Donc, c'est une perte de chance. La suivante. La suivante. Et un autre élément, pensez à conseiller vos malades ou le radiologue qui vous fait la biopsie de lui dire, surtout pour les petites lésions, de mettre un clip quand il aura fait la biopsie. Donc, il fait la biopsie et il met un clip à l'intérieur de la tumeur. Voilà. C'est repérer la tumeur parce qu'un certain nombre vont commencer une chimio au début et la tumeur va disparaître avec le traitement et ce marquage-là va garder la place de la tumeur. Donc, ça aussi, c'est un élément très important. Demandez au radiologue qui vous fait la biopsie ou auquel vous avez envoyé pour faire la biopsie de mettre en place un clip de repérage. La suivante. Alors, rapidement, pour vous parler pourquoi on a besoin de toutes ces informations avant, parce que la stratégie est différente en fonction de chaque type. La suivante. Il y a certains types qui sont de bons pronostics et chez lesquels on va faire une désescalade thérapeutique, c'est-à-dire on va réduire l'agressivité des traitements, et d'autres qui sont beaucoup plus agressifs où on va augmenter le niveau d'agressivité des traitements. C'est très important de connaître ces éléments avant d'entamer les traitements. La suivante, s'il vous plaît. La suivante. Donc, deuxième point, pourquoi on a besoin d'informations? Parce que ces dernières années, on a des thérapies médicales qui sont beaucoup plus performantes, et donc, ils prennent la priorité dans le traitement. La chimiothérapie maintenant, un grand nombre de tumeurs du sein, on doit leur commencer par la chimiothérapie parce qu'on a des thérapies efficaces et qui font disparaître la tumeur. Et donc, ça va faire bénéficier nos malades de la chimiothérapie, donc il va disparaître leur tumeur. Et deuxièmement, on va tester in vivo chez la personne l'efficacité de cette chimiothérapie. Et on va savoir, quand on a une tumeur qui disparaît, on va dire que notre chimiothérapie est efficace. Et donc, si elle est efficace là, elle est probablement efficace partout dans l'organisme s'il y a des méta déjà non vus. Et s'il n'est pas efficace sur le sein, on va se dire, on va changer cette chimiothérapie, elle n'est pas efficace. Alors que si on enlève la tumeur d'emblée dès le départ, on n'aura aucune cible d'évaluation de notre efficacité de traitement. Et donc, c'est pour ça qu'il faut avoir une biopsie et avoir le type de la tumeur et commencer généralement dans la majorité ou une grande partie des tumeurs par la chimiothérapie. La suivante, s'il vous plaît. Dans les tumeurs de bon pronostic, on peut même ne pas faire de chimiothérapie. La suivante. Et l'autre chose, en plus de la place plus importante de la chimiothérapie, il y a la place plus importante de la chirurgie conservatrice, la place plus importante du ganglion sentinelle pour éviter de faire le curage avec sa morbidité, et la place plus importante de la reconstruction du sein. Maintenant, on ne peut plus proposer à une femme une mastectomie sans lui proposer une reconstruction du sein, et elle garde le choix d'accepter ou de refuser. La suivante, s'il vous plaît. Alors, rapidement pour les stratégies, on a vu qu'il y avait 3 grands types. La suivante, s'il vous plaît. Alors, pour les récepteurs positifs, on sait très bien que la chimio n'a pas une forte efficacité, et donc on commence par la chirurgie, et les autres traitements viennent par la suite. Par contre, c'est des tumeurs auxquelles on va donner une hormonothérapie. Et pour les 2 autres, la suivante. Pour celle HER+, on va donner des thérapies ciblées qui vont cibler ce récepteur et qui donnent une efficacité très importante. Et pour les triples négatifs, maintenant, il y a l'immunothérapie qui donne aussi des résultats qui sont très importants. Et la chirurgie va venir après ces traitements médicaux pour enlever l'endroit où la tumeur a existé. Et maintenant, on enlève presque souvent que le clip qui a été posé au départ et qui va être vérifié à l'anapathe, comme quoi il y a une disparition totale de la tumeur où il y a toujours des cellules là. S'il y a des cellules, on donne une deuxième ligne de chimiothérapie différente. La suivante. Alors, vous me dites, c'est parti, c'est un peu la partie du spécialiste. Maintenant, pour le médecin généraliste, le médecin généraliste va pouvoir gérer avec cette équipe multidisciplinaire les effets secondaires de traitement, notamment la fatigue et la douleur, les nausées, les vomissements. Voilà. Donc, il va prescrire les médicaments, éviter les antioxydants et les vitamines qu'on donne souvent aux malades sous chimiothérapie quand on ne connaît pas que le but de la chimiothérapie, c'est de casser l'ADN et les antioxydants font l'inverse. Donc, éviter de donner les antioxydants chez ces malades cancéreux. Et bien sûr, il restera un rôle très important de conseil, de soutien émotionnel et psychologique. Et bien sûr, tout ça en collaboration avec l'équipe multidisciplinaire. La suivante, s'il vous plaît. Surveiller la santé générale des patientes.
Ça, c'est après le traitement. Donc, quand ce traitement sera terminé, c'est des malades qui vont devoir retourner chez le médecin généraliste pour le suivi général. Il y a l'oncologue qui va suivre un peu le sein et les effets secondaires directs, mais il y a aussi tout l'état général de la femme, notamment la tension artérielle, la glycémie, le poids, la fatigue et la toxicité à long terme des traitements. La suivante. On sait très bien que pour la chimiothérapie, il y a essentiellement concernant le cancer du sein et les thérapies utilisées dans le cancer du sein, il y a une toxicité cardiaque. La toxicité des anthracyclines et des thérapies ciblées cardiaques, une diminution du volume d'éjection. Donc, on surveille la fonction cardiaque. Les taxanes et les platines qui sont utilisées dans le cancer du sein vont donner une toxicité neurologique. Et donc, là aussi, c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Et il y a aussi la toxicité de pneumopathie interstitielle et d'hypothyroïdie que va donner l'immunothérapie. Et bien sûr, on a des hémopathies qui sont induites par la chimiothérapie en cours. Là aussi, c'est un point de surveillance. La radiothérapie, elle a sa toxicité cardiaque quand on irradie le sein gauche et pulmonaire. Et bien sûr, vous savez très bien qu'il y a la toxicité, les cancers qui sont radio-induits à long terme, cutanés, pulmonaires, ORL, induites par la radiothérapie. La suivante. La suivante, s'il vous plaît. Un point très important auquel vous devez être alerte, les femmes qui sont sous hormonothérapie. Alors, dans l'hormonothérapie, on a deux types d'hormonothérapie. Il y a le tamoxifène qui est le plus utilisé chez la femme jeune et qui est un SERM, c'est-à-dire c'est un oestrogène faible. Et là aussi, il va agir au niveau des organes qui sont sensibles aux oestrogènes, notamment l'endomètre, et peut donner un cancer d'endomètre à long terme. Donc, c'est des femmes auxquelles il faut surveiller l'endomètre. Mais il y a aussi les anti-aromatases, qui sont vraiment des anti-oestrogènes purs et qui ont un impact osseux très important, de l'ostéoporose, de la douleur articulaire, très important, et surtout la sécheresse vaginale, qui occasionne beaucoup de problèmes conjugaux ou aux femmes qui sont sous thérapie anti-aromatase. La chirurgie, les principales complications, c'est les lymphœdèmes, quand on fait un curage, heureusement devenu moins important depuis qu'on pratique le ganglion sentinelle. Et là aussi, il y a les gants de contention. Vous pouvez recommander la kinésithérapie, mais il n'y a pas de traitement vraiment efficace là-dessus. La suivante. L'autre rôle que vous pouvez avoir, c'est de dépister les récidives. Donc, c'est des femmes qu'il faut surveiller régulièrement, tous les 3 mois pendant les 2 premières années, puis tous les 6 mois pendant les 5 premières années, puis tous les ans. On fait un examen, une radio de poumon, une radio hépatique, un dosage de CA 15,3. Voilà. Et donc, et une mammographie tous les ans pour le sein restant ou le sein déjà opéré. La suivante. Un autre point qui manque cruellement chez nous au Maroc, et là aussi, ça, c'est quelque chose, je fais appel à ceux qui seraient intéressés par ça, c'est la prise en charge de fin de vie. Toute cette fatigue, toute cette douleur, toute cette dépression, et on manque cruellement, et c'est des gens qu'on cherche. Et sur Rabat, il y a 2 personnes ou 3 personnes qui daignent un peu faire jouer ce rôle. Et là aussi, ça serait un point très important à prendre en charge et à creuser. La suivante, s'il vous plaît. La suivante. Bien sûr, un rôle très important du médecin généraliste, c'est la prévention. La suivante. Les règles de bon sens. Faire du sport, manger correctement, éviter l'exposition aux produits chimiques, limiter l'utilisation des contraceptions orales. La contraception orale est classée par l'OMS en produit cancérigène. Donc, si on peut l'utiliser pour la plus courte durée possible, ça serait bien. Limiter l'utilisation de traitements hormonaux substitutifs. La suivante. La suivante, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, il y a la prévention particulière, la suivante, chez les personnes à haut risque. Les personnes à haut risque, celles qui ont beaucoup de cancer du sein dans l'entourage, donc ils doivent avoir un dépistage différent. Chez ces personnes-là, on peut utiliser l'IRM comme moyen de dépistage. La suivante, les personnes qui ont des mutations connues, on peut leur faire une prévention par une chirurgie prophylactique, c'est-à-dire arrivé à un certain âge, on enlève les seins et on met des reconstructions et on enlève les ovaires. Donc ça aussi, il faut conseiller
les personnes qui ont des mutations, leur conseiller la chirurgie prophylactique. La suivante. Alors, si on veut revenir à la place du médecin généraliste, ben, il peut occuper toutes les cas, il peut cocher toutes les cases dans le dépistage. Et là, je vous recommande de faire la mammographie tous les 2 ans à partir d'un certain âge. Dans le diagnostic, et tout changement doit vous alerter pour aller plus loin. Le conseil et l'orientation. Et pour conseiller et bien orienter, il faut être formé. Hein, et il n'y a pas mieux que la formation conjointe avec une équipe multidisciplinaire. Chacun d'entre vous, dans son secteur, voit les gens qui font la cancérologie et peut s'y associer. Et surtout, vous avez un rôle très important dans la prévention, hein, par ce que vous faites tous les jours, les conseils de tous les jours, le bon sens de l'activité physique, le bon sens nutritionnel et éviter les expositions cancérigènes. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions,